Bienvenue à tous et à toutes au podcast de Vérité ou quoi. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et doctorante en nutrition. Mais aujourd'hui, je laisse ces deux chapeaux de côté pour plutôt aller revêtir celui d'animatrice du podcast. Vérité ou quoi, c'est une plateforme interactive qui s'attaque à la désinformation, une thématique à la fois. Et cette année, la thématique que l'on démystifie est nulle autre que celle de la douance intellectuelle. Au cours des épisodes, on s'attaque à plusieurs mythes entourant la douance en compagnie de nos experts et expertes. Par exemple, est-ce que les personnes qui ont une douance intellectuelle sont nécessairement performantes? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que la population générale? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes douées? Ou est-ce possible d'avoir à la fois une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage? Je sais pas pour vous, mais moi, ce sont des questions qui piquent énormément ma curiosité. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous invite à découvrir avec moi ce sujet passionnant. Bonne écoute! Donc, bonjour à tous, je m'appelle Myriam, je serai votre animatrice aujourd'hui et on se retrouve pour un nouvel épisode de Vérité ou quoi douance. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Natacha Bérubé-Deschênes, qui est étudiante au doctorat en éducation à l'UQAM. Sa thèse porte sur l'ennui chez les filles et les garçons doués au primaire. Puis, elle veut comprendre ce qui va causer cet ennui-là, comment est-ce que l'ennui est vécu par ces deux groupes et quelles sont les différences entre les filles et les garçons qui vivent avec une douance. Donc, à cet effet, elle est également membre de la chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école, visant à démystifier les stéréotypes de genre en contexte scolaire. Puis ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, bonjour Natacha, comment ça va? Ça va très bien. Cool, je suis vraiment contente de jaser avec toi ce matin. On parle d'un sujet vraiment, vraiment fascinant. Puis, en débutant, j'aimerais te demander, on va définir certains termes. Qu'est-ce que c'est un stéréotype de genre? Bien, tout d'abord, ce qu'il faut entendre par stéréotype de genre, c'est vraiment l'idée que derrière le stéréotype, il y a une catégorisation qui s'est faite au préalable dans notre cerveau. Ça, cette catégorisation-là, on l'a fait pour un paquet de choses. Je vais vous donner un exemple super simple. Tout d'abord, imaginez un enfant qui voit un animal à quatre pattes, poilu, en laisse. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que c'est un chien, évidemment. Sauf que peut-être que c'est un chat, parce que ça arrive des fois, les maîtres qui vont promener leur chat. Mais tout de même, la laisse va être un symbole de la catégorie chien. Il se passe à peu près la même chose quand on catégorise les humains. Donc, par exemple, si on voit quelqu'un qui a les cheveux longs, bien, probablement qu'on va avoir l'a priori que c'est une fille. Parce que souvent, on va se dire, une fille a les cheveux longs. Puis chez les enfants, ces catégories-là sont très rigides, OK? Ils sont très dichotomisées. C'est sûr que nous, on les rend plus flexibles avec le temps. Mais quand même, les stéréotypes de genre qui découlent de ces catégorisations-là, ces stéréotypes-là restent avec le temps. Par exemple, si on a chez l'adulte une femme, on va imaginer que cette femme-là, probablement, elle va être aidante, elle va être douce, elle va vouloir s'occuper de sa famille. L'homme, on va l'imaginer leader, on va l'imaginer travaillant, on va imaginer que c'est lui qui est le principal pourvoyeur de la famille. Ça, ce sont des stéréotypes de rôles sociaux qui sont une des principales catégories des stéréotypes de genre et qui créent des attentes très fortes sur un genre comme sur l'autre. Donc, principalement, les stéréotypes de genre, c'est ça. Pourtant, les catégorisations à la base, c'est des catégories qui facilitent le travail pour notre cerveau. Ça nous aide à mieux décoder le monde. Mais le problème avec les stéréotypes de genre, c'est que notre cerveau, ce qu'il fait dans ce temps-là, c'est qu'il fait une généralisation qui est malheureusement démesurée et trop systématique. Donc, une généralisation qui est abusive. Et ça fait qu'on a de la difficulté à accepter, disons, quand ça va être contraire aux stéréotypes qu'on a, à l'idée, à cette catégorie-là. Voilà. C'est super intéressant. Puis, tu sais, c'est intéressant quand tu mentionnes justement que, tu sais, il peut y avoir de la catégorisation par rapport à des trucs liés à l'apparence, que, tu sais, dès qu'on voit quelque chose, tout de suite, on va faire une association. Mais au niveau des comportements, des rôles dans la société, comme tu as mentionné, puis ça, c'est justement, c'est là où j'ai l'impression que ça a le plus d'impact, puis pas nécessairement toujours un impact qui est positif. Puis ça, on va plus en parler tout à l'heure. Et justement, je suis curieuse, ben, tu me l'expliques, puis je trouve ça vraiment fascinant. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux stéréotypes de genre et plus particulièrement dans un contexte de douance? Bien, en fait,
Je vais vous raconter ma petite histoire un petit peu. C'est que moi, personnellement, j'ai étudié en éducation, je voulais devenir enseignante au primaire, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le thème de la douance en soi. OK? Ça a été vraiment quelque chose, d'une injustice qui m'a beaucoup achalée et tout ça. Et comme il y avait personne qui travaillait sur la douance, à l'université où j'étais, eh bien, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait s'apparenter le plus possible à mon thème, qui travaillait justement sur l'adaptation psychosociale à l'école. Et il se trouve que la professeure Isabelle Plante, là, qui a la chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école, était cette personne-là. Cette personne-là et qui a été un coup de cœur pour moi, en fait. Donc, vraiment, j'ai adoré notre première rencontre. C'était comme, oh oui, c'est vraiment avec elle que je veux travailler. Et comme le nom de la chaire le dit, elle travaille sur les différences de genre à l'école aussi beaucoup. Et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser à ces inégalités-là en côtoyant des projets où ces inégalités-là ressortaient, par exemple, les différences de genre qu'on va avoir à l'école en termes de matière scolaire. Bien, même si les études démontrent que les garçons comme les filles vont performer, exemple, en mathématiques de façon équivalente, bien, on va encore avoir beaucoup cette idée que les garçons sont meilleurs que les filles en maths. Et même les filles vont avoir un moins bon sentiment d'être capables de réussir en maths que les gars. Pourtant, elles sont aussi bonnes qu'eux. C'est super intéressant, puis ça m'amène justement à la question que, tu sais, écoute, je peux me souvenir au primaire ou même au secondaire, les espèces justement de catégorisation que, bon, ben les filles sont plus intelligentes que les gars, mais les filles vont être meilleures dans certaines matières comme le français, l'art, la musique, alors que les gars vont être meilleurs en mathématiques, en physique. Donc, justement, il y a cette catégorisation-là, qui se fait. Fait que, premièrement, est-ce que c'est vrai? Je pense que tu as un peu répondu justement à la question. Oui, bien, tu sais, en effet, c'est pas vrai dans une certaine mesure. Ce que je veux dire par là, c'est que initialement, le potentiel brut de deux personnes, garçon ou fille, OK, peut être équivalent. Puis il y a beaucoup plus de ressemblance entre les deux groupes sur le plan du potentiel que de différence. OK? La différence, ça va être à l'intérieur des... Tu sais, par exemple, entre les garçons, il va y avoir des grandes différences, des grands écarts de potentiel puis de réussite. Puis la même chose du côté des filles. Mais les deux groupes sont comparables, somme toute. OK? Ils sont beaucoup plus semblables que différents. Donc, c'est certain que de ce côté-là, non. Ce qui arrive, par contre, c'est qu'à l'école, comme j'ai pu le mentionner un petit peu tantôt, on a l'attente que les filles soient douces, soient calmes, soient donc adaptées à l'école. Et ces attentes-là, bien, elles mettent une certaine pression sur les filles. Et les filles sont donc plus adaptées. Je ne dis pas qu'elles ne pourraient pas être adaptées par elles-mêmes. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, somme toute, c'est cet œil-là qu'on pose sur les filles. Et les filles s'attendent à ce qu'on pose cet œil-là sur elles. Et inversement, chez les garçons, ben, t'as l'œil inverse. On s'attend à ce que les garçons cadrent un peu moins avec l'école, soient plus turbulents. Donc, ben, on accepte plus ces comportements turbulents-là. On se dit, ben oui, c'est normal, c'est un garçon. Alors qu'une fille, on n'accepterait pas ça. Là. Je veux dire, on ne laisserait pas ça passer, puis on interviendrait tout de suite. Donc, les filles, moins de comportements dérangeants, sont donc plus attentives, mieux engagées. Ben, c'est des bons ingrédients pour mieux réussir à l'école. Oui. OK? Donc, vraiment, c'est des bons ingrédients. Donc, non, il n'y a pas de distinction technique, mais sur le plan concret, quand on est dans une classe, bien oui, on a l'impression qu'il y a vraiment cette distinction-là qui est faite. Parce qu'il y a des attentes qui sont là, qui sont différenciées. Oui, puis ça m'amène une autre question aussi que, tu mentionnais justement que les stéréotypes de genre, les différents rôles ou comportements qui sont attendus vont générer justement des attentes par rapport au fait où je vais plus m'attendre à ce qu'un gars à l'école soit plus turbulent qu'une fille qui va être assise sagement, qui va écouter. Mais j'imagine, est-ce qu'il y a aussi une notion de, tu sais, qu'on finit par internaliser ces stéréotypes-là, que, tu sais, justement, une fille, ben ça va être comme, ben moi, OK, je dois rester assise sagement, ou un garçon,
garçon qui va peut-être pressentir justement qu'il y a cette pression-là d'être un peu plus tendant, puis que si il est assis calmement, ben là, il ne fit comme pas dans le cadre. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Oui, tout à fait. Puis ça va être étonnant, mais ça commence dès l'âge de 2 ans. Ah, j'en doute pas. OK? Dès l'âge de 2 ans, il y a cette attente-là, cette orientation-là qui est là. Et quelque chose de vraiment particulier aux élèves doués, c'est que la conscience de ces attentes-là, donc pas seulement la réponse à l'environnement qu'un enfant de 2 ans peut avoir, mais bien la conscience des attentes des autres, du regard des autres, arrive beaucoup plus tôt chez les enfants doués que chez les autres enfants. OK? Ce qui fait que eux vont avoir cette double pression-là, donc non seulement la pression de l'environnement de façon inconsciente, mais aussi cette pression consciente qu'ils vont se mettre eux-mêmes à se conformer à ce qu'on attend d'eux. OK? À ce regard-là. Donc, ils vont choisir, est-ce que je vais me conformer ou est-ce que je vais, au contraire, me marginaliser? Ça va être comme cette espèce de conflit-là qui va émerger plutôt chez les filles et garçons doués que chez les autres enfants. Oui, puis ça me fait penser, on en a discuté dans d'autres épisodes pour Vérité ou quoi, douance, puis il y avait justement cette notion-là que les gens qui vivent avec une douance vont décoder leur environnement plus facilement et d'une manière plus complexe, qui peut faire en sorte, justement, ça a vraiment de l'allure que ces stéréotypes-là, ces attentes-là, elles vont être capables de les percevoir beaucoup plus facilement et j'imagine de les intérioriser pour, justement, choisir, comme tu dis, s'ils vont se conformer ou se marginaliser. Exactement. En effet, c'est vraiment... C'est sûr que le fait d'avoir une plus grande capacité à analyser, à interpréter, parce que, justement, il y a ce potentiel-là. Je veux dire, on ne passera pas à côté. Le potentiel intellectuel, il est là. Donc, quand on a des signaux avec un meilleur potentiel, c'est sûr qu'on les interprète plus, voire on les surinterprète, puis on est capable, en plus, d'élaborer un peu plus loin. Là. Oui. On peut aller bien loin avec ça, avec ces idées-là, puis la pensée là, qui va un petit peu débouler. Là. Puis on y a un peu touché, mais qu'est-ce qui fait que, comme société, on va avoir tendance à catégoriser les gars et les filles de cette façon-là? Donc, tu sais, on a démystifié, bon, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, mais pourquoi est-ce qu'on pense ça? Bien, en fait, il y a quand même deux sources principales pour avoir cette catégorisation-là, ou ces stéréotypes-là, ou les distinctions qu'on fait entre les genres. Bien, d'abord, il y a quand même, veut pas une base biologique. OK? Donc, sur le plan biologique, là, on a quand même le fait que la femme, puis vous allez comprendre pourquoi je m'en vais là, mais la femme, elle porte les enfants. C'est bien la seule qui peut le faire. OK? Puis là, je parle de femmes biologiques, bien sûr. Et chez l'homme, ben, il ne peut pas. Donc, historiquement parlant, ça dichotomisait les rôles, OK, qu'une femme et un homme pouvaient avoir, surtout dans le temps où on avait des grosses familles, même avant. Si on peut remonter pratiquement jusqu'à la préhistoire, là, hein? Même jusqu'à la préhistoire, le fait de devoir avoir ce rôle de porter les enfants, de les nourrir, eh bien, ça simplifie là, qu'il y ait cette dichotomie-là dans un environnement où la famille prend vraiment beaucoup de place et les responsabilités sont importantes. OK. Aujourd'hui, si on regarde comment on est en tant que société, là, c'est sûr que là, on va parler de société occidentale, on va parler de notre culture ici. On voit bien qu'on n'est plus dans ce nécessaire partage des tâches, je vais dire, ce nécessaire partage des tâches. Pourtant, cette idée-là, elle reste, elle est là, elle est ancrée dans les traditions, elle est ancrée dans la culture, elle est ancrée en nous dans un certain sens. On va répéter, tu sais, l'humain est un être qui imite, OK? Donc veut pas, tu sais, on est voué un petit peu à transposer ce qu'on a vécu, etc. Bon. Donc ça, c'est vraiment sur le plan... on est passé du plan biologique vers le plan social. Puis, là, sur le plan social, on a aussi l'idée du fait que même si on dit, on a un rationnel, puis on dit, mais non, regardez, là, la femme comme l'homme, depuis les guerres mondiales, la femme est allée au travail, on a eu vraiment un changement des rôles importants, là, concret. Quelque chose de concret, là, vraiment, là, très, très terre à terre. On a eu besoin des femmes dans les usines. Ouais. Les femmes sont allées dans les usines, OK?
on pouvait pas envoyer les hommes. C'était impossible. Fait que, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu comme d'autres changements. Par exemple, il y a eu des services de garde qui se sont ouverts. Tu sais, ça se partageait les rôles à l'intérieur même du groupe des femmes, si on veut. Donc, là, il y a eu un partage à ce niveau-là. Puis là, par la suite, ben là, c'est resté. On est resté sur le marché du travail, puis c'est merveilleux comme ça, là. Moi, je pourrais pas être plus heureuse, en fait, d'avoir toutes ces opportunités-là. Mais c'est ça. Ça reste que les mentalités, elles, n'évoluent pas aussi vite que les besoins, que le concret, puis tout ça. Et donc, il veut pas, ça fait qu'on a encore cette séparation-là qui se fait souvent. Et des fois, c'est complètement inconscient. Mm-hmm. Par exemple, je vais parler de quelque chose qui a été fait, une petite étude vraiment le fun. Ils ont mis un bébé, OK? Ils ont mis un bébé dans une salle et... Un vrai bébé ou... Un vrai bébé, okay. Un vrai bébé, OK? Habillé un premier coup en petite fille. Okay. C'est un bébé, les traits sont impossibles à distinguer au début. Fait que là, ils ont mis le bébé dans la salle et là, l'adulte entrait et devait choisir devait l'occuper. Fait qu'il y avait des jouets, il y avait des poupées, il y avait des camions, il y avait un toutou, etc. Et quand le bébé était habillé en petite fille, on lui donnait des jouets comme des poupées ou des toutous. Quand le bébé était habillé en petit gars, on lui donnait des camions, le ballon. Fait que c'est quelque chose qui, même si on dit, mais non, même j'en ai pas des stéréotypes. Non, on en a. C'est un réflexe qu'on a. Ouais. Et qui est encore là. Écoutez, aller dans un magasin de jouets. C'est classique, le rose, c'est les filles, le bleu, c'est les gars. C'est comme un automatisme. Puis, tu sais, c'est notre cerveau qui, je ne veux pas dire qu'il est paresseux, mais qui essaie de se simplifier la vie dans un environnement qui est très, très complexe. Donc, c'est normal qu'il se crée ces petites associations-là, puis qu'on finit justement par les intégrer, puis même pas s'en rendre compte. C'est juste, c'est là, puis ça fait des années, comme tu dis, qu'il y a autant, si je résume les deux points que tu as mentionnés, il y a l'aspect biologique, dans le fond que, tu sais, la femme porte l'enfant, donc, tu sais, il y a certains rôles biologiquement qui vont être attribués à cause de ça, puis il y a l'aspect social aussi, des différents rôles que l'homme a pu porter, mais pas la femme initialement. Puis que ça, avec les guerres mondiales, on l'a vu, ça a changé. Mais il y a quand même, je sais pas trop combien de milliers, de centaines d'années derrière ça, où ces rôles-là ont été très, très, très ancrés. Donc là, c'est ça, le changement de mentalité se fait pas aussi vite. Ben non, naturellement. Quoique, il y a beaucoup de mouvements qui s'en aillent dans le bon sens, mais on a encore des inégalités. Tu sais, as des métiers qui vont être moins bien payés parce qu'ils sont typiquement des métiers de femmes, par exemple, ou on va encore avoir une sous-représentation des femmes dans les métiers qui relèvent de la science, la technologie, des mathématiques. Ouais. Dans les universités, il y a cette espèce d'idée du fait que les femmes n'iront pas aussi loin que les hommes. Donc, c'est encore là. Il y a encore des barrières qui restent à franchir, qui restent à démolir simplement, là, complètement. Oui, puis c'est avec des discussions comme ça, lentement mais sûrement, que j'ai bien espoir qu'on changera les choses. Puis là, justement, ça me fait penser, tu parlais de justement du milieu de la science, de la technologie, des mathématiques. Avant de te poser la question, je vais demander aux auditeurs de faire un petit exercice. Essayez rapidement de penser quelle est l'image d'un scientifique qui vous vient à l'esprit, d'un scientifique intelligent. Puis déjà, je l'ai dit au masculin, là, c'est... Mais donc, je vous laisse l'image se matérialiser. Moi, personnellement, souvent, tu sais, juste instinctivement, si je pense à un scientifique doué, ben j'ai Albert Einstein qui me vient en tête. Je sais pas si toi, par le passé, c'est la même personne, mais bon, on dirait automatiquement, c'est ça qui me vient à l'esprit. Je vais être super franche avec toi. Encore aujourd'hui, en travaillant sur les stéréotypes de genre de façon quotidienne, c'est encore la première image qui me vient en tête. Oui, mais ça, tu vois, je pense que c'est ancré, puis on a beau être exposé, tu sais, les deux, on fait des doctorats, on est exposé à plein de femmes en sciences qui sont super intelligentes et tout ça, mais reste que c'est l'image qui est ancrée. Et ça m'amène à la question, justement, est-ce qu'il y a plus de filles ou de gars qui sont doués ou c'est assez 50-50? C'est purement 50-50, en fait. Là, je dis purement, là, évidemment, là, il peut y avoir comme des petites variations. C'est le gros problème dans tout ça, c'est que les filles sont vastement sous-identifiées comme étant douées, d'abord et avant tout. Et ensuite, l'autre chose, petit point, qui est en étude en ce moment, donc, tu sais, j'ai pas une réponse tranchée par rapport à ça, mais c'est ce que les études tendent à vouloir montrer, c'est que les garçons
dans les extrêmes. Donc, tu sais, par exemple, imaginez quelqu'un d'extrêmement doué ou d'extrêmement, avec des extrêmement grandes difficultés sur le plan intellectuel. Mm-hmm. Il y aurait une plus grande représentation des gars dans ces extrêmes-là. OK? Ça, c'est ce qui commence à sortir, OK? Comme preuve, mais c'est pas encore assez tranché, là, pour que je puisse dire de façon « Ah oui, non, mais c'est certain ». Donc ça, c'est ce qu'on commence à voir émerger. Reste que, comme quand je l'ai mentionné tantôt, quand on compare groupe garçons, groupe filles, puis qu'on les met l'un par rapport à l'autre, ils se ressemblent énormément, ces groupes de doués-là. Donc, oui, on peut dire qu'il y a autant de filles que de garçons doués, donc en quantité, mais en plus, leur douance va quand même passablement se ressembler en termes d'intensité, plus que différer, OK? Donc, c'est vraiment dans cette idée-là, là. C'est l'idée de dire qu'il y en a autant puis que ça se ressemble beaucoup. C'est sans être parfaitement pareil. OK. Ah, c'est vraiment intéressant de suivre ça. Déconstruire un autre domaine. Oui, c'est ça exactement, la croyance comme quoi il y a plus de garçons que de filles douées, là, c'est ça exactement. Là. Ça m'amène la question aussi, tu sais, je pense qu'on est de plus en plus quand même sensibilisés justement à ce que sont les stéréotypes de genre, leur impact dans la société, puis par curiosité, les premiers écrits sur les stéréotypes de genre et la douance, mettons les plus vieux dont tu peux te souvenir, ça date autour de quelles années, vraiment juste par curiosité? Ben là, écoute, c'est sûr que là, déjà, les stéréotypes de genre, là, un des écrits fondateurs date de 78 pour les stéréotypes de genre. OK. En 78, là, Sandra Bem, donc une femme, hein? On va le nommer. Hein? On va la nommer. Écoute, elle a beaucoup travaillé sur les stéréotypes de rôles sociaux. Donc ça, c'est vraiment là, le fait qu'on attribue un rôle, une tâche, aussi des attitudes, OK? Surtout des attitudes. Donc, tu sais, quand je disais tantôt, la femme va prendre soin d'eux, elle va être aidante, elle va être calme, l'homme va être leader, etc. Bon, ça date de là. Là, écoute, après, pour ce qui est de la douance, les très, très rares études sont quand même relativement récentes. Là. Est-ce que je pourrais te pointer une date précise? Peut-être pas 2098 approximativement. Récent, là, c'est assez récent. Ouais. C'est assez récent. Là. Dans les recherches que moi, j'ai pu effectuer, là, ça date de là. C'est sûr qu'il y aurait peut-être matière à fouiller un petit peu plus. Il y a peut-être des choses qui sont, tu sais, des parallèles qui peuvent être faits avec des études antérieures, mais les personnes là, qui peuvent s'être intéressées là, à ça le plus... Comme je pense à Siegel, son prénom m'échappe, là, mais aux alentours des années 2000, qui s'était comme un petit peu plus intéressé à ça, vraiment, là, essayer comme de voir, mais y a-t-il vraiment des différences de genre chez les élèves doués, puis qu'est-ce qui se passe? Là, mais déjà, c'est juste que tu mentionnes que, tu sais, les premiers écrits, justement, sur les stéréotypes de genre, c'est 1978. Ça montre, justement, je pense, à quel point, là, on est comme dans le momentum du changement de mentalité par rapport à ça, mais ça fait même pas 100 ans qu'on... Non, exactement. Mais tu sais, si on remonte comme la personne qui a comme vraiment plus fondé, là, l'idée du stéréotype, là, c'est autour du début des années 60. Mais tu sais, comme je dis, vraiment théoriser, là, vraiment dire, OK, regarde, on décortique ça, puis on dit c'est quoi en détail. Là, c'est vraiment, là, Sandra, avec ses rôles de genre, là, en 78, c'est quand même assez récent, là, quand on pense à ça. Vraiment. Pourtant, c'est là depuis toujours. Exactement. Exactement. Donc, il faut se laisser le temps, mais en même temps, on veut que les choses changent. Oui. Et pour revenir justement tu as justement bien démystifié que, tu sais, il n'y a pas nécessairement plus de gars avec une douance qu'avec les filles. C'est assez réparti entre les deux. Une autre croyance auquel tu pourrais nous éclairer, il semble y avoir cette perception-là des fois que, mettons, une fille qui réussit, tu sais, elle, c'est parce qu'elle travaille fort. Alors qu'un gars qui réussit, c'est parce qu'il est intelligent. Il y a comme une notion, on dirait, de plus, le gars, c'est comme c'est inné, non, alors que la fille, c'est celle, justement, qui... C'est ça, c'est comme c'est moins inné ou je sais pas si ça a de l'allure ce que je dis, mais tu sais, on dirait que cette notion-là, c'est comme la fille travaille fort, mais le gars, il est juste intelligent. Je vous ramène à un commentaire que j'ai dit au début, tu sais, j'ai parlé du fait que le potentiel, puis là, quand on parle de potentiel, là, on parle de ce qui est avant que ce soit travaillé, à l'état brut, si on veut, là, tu sais, l'idée de dire qu'au départ, il y a cette rapidité-là, il y a cette façon de penser qui est différente, qui va un petit peu plus vite, qui fait plus de liens, elle est là au départ. Et ça,
Et ça, elle est similaire chez les garçons et les filles, OK? Donc, le fait qu'on ait l'attente envers les filles, qu'elles soient bien adaptées à l'école, donc qu'elles travaillent bien, donc quand on voit des notes, on appelle ça une prophétie qui s'autoréalise, hein? Ouais. On dit « Ah! Elle est calme, je la vois bien travailler, ses notes, c'est parce qu'elle a bien travaillé. OK? Ouais. On ne sait pas si elle était en train de rêvasser ou si elle était en train de faire du dessin à côté. On le sait pas. On ne sait pas combien de temps ça lui a réellement appris nécessairement à faire son exercice, par exemple. OK? Mais on va attribuer ça à l'effort qu'elle a fourni pour parvenir à ce résultat-là. Chez les garçons, on va penser que c'est instinctif, en effet. Pourtant, les garçons ont besoin autant de travailler ou aussi peu, selon leur capacité. Ça fonctionne vraiment avec les capacités, donc le potentiel au départ. Et ce potentiel-là, il est là. Seulement que les garçons, une fois qu'ils vont avoir terminé, est-ce qu'ils vont rêvasser? Est-ce qu'ils vont dessiner? Ils risquent plus de vouloir jaser avec leurs amis, bouger, gigoter. Pourquoi? Ben, parce qu'on les accepte, ces comportements-là chez les garçons. C'est une roue qui tourne. Fait que c'est vraiment... Donc, c'est vraiment ça. Pourtant le génie, si on peut dire le génie pur, là, de dire comme il va réussir systématiquement, c'est un petit peu utopique. Là. Donc, ils partent avec le même potentiel, mais pour les filles, on va justement à cause des comportements qu'on observe, de l'extérieur, on va dire, ben c'est à cause de X, Y, Z qu'elle réussit, mais comme tu as très bien mentionné, tu peux avoir l'air calme, mais tu es perdu dans tes pensées, tu es en train de griffonner sur le coin de la table, en train d'envoyer des petits messages sur des papiers à tes amis en classe, puis ça se perçoit juste pas, alors que pour un gars, ben on va plus accepter justement qu'ils sont en train de gigoter tout partout, on s'attend à ça, donc quand on le voit réussir, ben on fait l'association de il y a un génie pur inné qui semble être plus grand que la fille, alors que scientifiquement, on sait qu'ils partent avec le même potentiel. Ils partent avec le même potentiel, exactement. Puis, tu sais, je vais donner un exemple qui m'est un petit peu propre, là, dans le sens où il y a aussi cette idée de... Je vais amener sur un autre angle là, que j'ai pas tant exploré dans mes projets, mais ça, dans la chaire, là, on en parle un petit peu, c'est l'idée du perfectionnisme aussi. Hein? Qui est un phénomène qui, veut pas, va toucher un petit peu plus les filles. Donc, le perfectionnisme, en fait, là, c'est... Si je me réfère, par exemple, à mon expérience personnelle, des fois, c'est le fun d'avoir un exemple comme ça, c'est de dire que, OK, je vois mon numéro de mathématiques, je sais déjà c'est quoi la réponse. OK? Mais là, je le sais, OK, on attend est-ce que je fasse des traces organisées puis belles. Fait que là, je prends mon temps, puis je fais toutes mes traces toutes belles. Tu sais, bien placées, puis tout ça. Évidemment, je vais prendre plus de temps. Évidemment que ça va me prendre plus de temps. On va avoir l'impression que je travaille plus. Mais en fait, je fais juste plus mettre en page ma réponse, en fait. Tu sais, c'est ça, c'est cette idée que non, l'effort cognitif pour me rendre à la solution était pas plus important que si j'avais juste écrit la réponse. Oui. Puis c'est drôle parce que j'ai un autre exemple similaire, ça me fait penser, tu sais, mettons les cahiers de notes au secondaire ou tu sais, même à l'université, je viens d'un bac qui était majoritairement des filles, mais tu sais, justement, j'ai souvenir, tu sais, de gens qui me faisaient des commentaires genre, mon Dieu, tes notes sont donc bien belles, sont bien organisées, t'as ton code de couleur, alors que, tu sais, les notes de tel autre de mes élèves, tu sais, c'est juste griffonné au crayon de plomb un peu tout croche. Puis, tu sais, je peux vraiment, je peux m'imaginer dans cet exemple-là puis penser à plein d'autres, justement. Puis, en fait, l'affaire, c'est comme, bon, mais c'est pas que la fille, ça y prend plus de temps à comprendre ou absorber nécessairement, c'est que, de par les stéréotypes de genre, les attentes et tout ça, ben elle va mettre plus de temps pour un aspect plus esthétique, que le cahier de notes paraisse beau et tout. Exactement. Puis ça m'amène un petit peu, je vais un petit peu m'écarter, là, mais ça m'amène à parler un petit peu de l'ennui. Oui. Parce que, ben veux pas, cet ennui-là, chez les élèves doués, se traduit de façon vraiment différente chez les garçons et les filles. Justement, super bon exemple, les notes de cours à l'université.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, on fait ça parce que justement, sinon, on va tomber dans l'ennui. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe dans l'ennui? Eh bien, on décroche. Oui. Notre cerveau, en fait, ce qui va arriver, il va simplement se désactiver. Nos fonctions cérébrales, nos fonctions cognitives là, qu'on mobilise pour apprendre, pour être capable là, de comprendre des nouvelles notions et tout ça, va finir par vont finir par s'arrêter simplement là, ou se ralentir beaucoup. Et là, ce qui va se passer, bien, c'est que on ne sera plus capable de suivre aussi bien. Donc, le fait de faire ça, justement, de prendre des notes vraiment avec des crayons différents, faire bien aligner ses notes, faire des beaux surligner avec schémas. Une règle. Exactement. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes, en fait, là, pour j'ai le mot coping, c'est un très beau mot en français. Mais pour s'adapter à cet ennui-là, en fait, là, c'est vraiment pour y réagir, mais de façon positive. Donc, c'est adapter positivement à cet ennui-là. Et c'est des comportements qu'on voit beaucoup plus chez les filles. En ayant ces comportements-là chez les filles, est-ce qu'on sent que cette fille-là s'ennuie? Non, on pense juste qu'elle travaille, elle s'applique, qu'elle fait attention. Oui, tout à fait. Exact. Donc, étant donné que c'est principalement, c'est ça, c'est ce qui est montré, c'est que cet ennui-là va être différent, va être plus intériorisé. Donc, la fille va le vivre de l'intérieur, tandis que le garçon va le vivre de l'extérieur. Donc, on accepte que le garçon ait un comportement plus dérangeant. Il va donc vivre son ennui de garçon doué, par exemple, là, de façon plus extériorisée. Donc, avec des comportements, parler à ses amis, bouger, gigoter, faire des remarques sur l'enseignement, par exemple. C'est plate, m'ennuie. C'est ça, exactement. Donc, et ça, on voit vraiment qu'il y a une distinction entre les gars et les filles là, qui est faite de ce côté-là. Bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, du côté des garçons, il y a deux choses qui se passent. Donc, on voit le comportement, OK? On dit, d'une part, ça peut être parce qu'il s'ennuie. D'autre part, ça peut être parce qu'il y a un trouble comportemental, OK? Donc, il peut se passer deux choses. Donc, pour le garçon, si on a l'impression qu'il s'ennuie, bien là, c'est là qu'il y a les bonnes choses qui sont mises en place, OK? Donc, les projets personnels, le fait de trouver une alternative, dire, OK, non, c'est correct, on va aller un petit peu plus vite pour lui, puis on va lui permettre, par exemple, d'aller faire une activité avec d'autres enfants qui finissent plus vite dans une autre classe, etc. Bon. Si on va plutôt du côté des comportements dérangeants, donc penser que c'est un trouble de comportement, bien là, il peut y avoir une mauvaise, on va dire le mot étiquette, qui va être mise sur l'élève doué garçon. OK? Et là, à ce moment-là, ça va être des interventions de la TES et ça ne réglera pas le problème. Pourtant, il pourrait être réglé relativement simplement. Ça, c'est du côté des garçons. Donc, on voit, il y a déjà comme une problématique qui est importante ici, qui peut émerger. Puis ça, justement, ce que tu mentionnes, ça va être des manifestations de l'ennui chez le garçon, des enfants doués, puis chez les filles, justement, comment... Là, t'as parlé tantôt que c'était plus intériorisé. Exactement. Donc, on pense, bien, la fille, elle va s'adapter, elle va être bien. Mais au fond, est-ce qu'on lui permet, comme au garçon, d'aller plus loin? Non. Est-ce qu'on lui permet de développer donc plus son potentiel? Non, parce que c'est comme pas vu si on le voit pas. On le voit pas, exactement. Fait que même si la fille, en tant que telle, elle dérange moins, puis elle se dérange moins elle-même, là, elle se garde active quand même cognitivement en faisant ça, là. Puis, tu sais, là, on parle de belles notes dans un cahier pour quelqu'un qui est à l'université puis qui gère bien ses émotions. Mais on pense au primaire, on pense au secondaire, jouer avec son efface, dessiner dessus, dessiner, gribouiller sur sa feuille, rêvasser, penser à autre chose, lire en cachette sur ses jambes, hein? On a toute cette image-là. Oui. Ben, ça, ce sont tous des comportements qui sont pas dérangeants, OK? Puis qui font qu'on a l'impression qu'elle suit la fille puis qu'elle est bien. Pourtant, ben, il n'y a rien de moins certain. Tu sais, c'est ça. Il y a rien de moins certain. Et d'autant plus, on développe pas son potentiel. Non, exactement. On lève pas le drapeau pour mettre en place
des stratégies pour développer son potentiel. Mm-hmm. Ah, c'est super intéressant. Puis là, tu as nommé justement des exemples de comportements pour les gars ou les filles qui vivent avec une douance qui vont manifester de l'ennui de deux façons différentes. Les gars, c'est plus extériorisé par des comportements qui peuvent être dérangeants ou qui sont plus facilement perceptibles, alors que la fille, ça semble être plus intériorisé, tranquille, elle va trouver des moyens de s'adapter. Est-ce qu'il y a d'autres façons, que ce soit dans les apprentissages ou tout ça, quand ils sont assis en classe, justement, qui peuvent manifester leur douance, qui sont différentes des gars, entre les gars et les filles? Bien, encore là, ça va aller avec les attentes. Puis là, je vais amener tout ce qui est perception des attentes. Bon, on revient avec nos rôles sociaux, évidemment. Oui. Donc, toute cette perception-là va venir un petit peu orienter la façon dont on va agir, les choix qu'on va faire à l'école. Puis ça m'amène un petit peu à parler, là, lorsque l'enfant va être un petit peu plus vieux, fin primaire, jusqu'au fin du secondaire. C'est vraiment une période où l'enfant ou l'adolescent, en fait, va choisir, dire, OK, est-ce que je plie à ces attentes-là? Mm-hmm. OK? Puis souvent, c'est oui. Souvent, c'est oui. Puis ce qui va se passer à ce moment-là, bien là, si on se dit, bien, pourtant, c'est un petit gars qui tripait sur la lecture, il nous faisait des poèmes incroyables, c'est un communicateur hallucinant pour les oraux et tout ça. Et puis là, bien là, OK, finalement, il choisit de s'orienter vraiment dans par exemple, un programme de sport parce que tous ses amis vont là, puis on s'attend à ce que, tu sais, hein, tu bouges, t'es capable de bouger, t'es capable de... OK, go, tu sais, vas-y donc dans le sport, t'es capable, tout ça. Est-ce qu'il va être aussi heureux que s'il avait suivi une vocation plus? Tu sais, on le sait pas, là. Tu sais, il n'y a pas de réponse à cette question-là, en fait, là. Parce qu'on n'en a aucune idée. Peut-être qu'il s'est tout à fait épanoui du côté du sport. Ça ne veut pas dire que c'est pas... Mais il y a un risque quand même. Sauf que, définitivement, il y a un potentiel qui n'est pas exploité. Ouais. Là, donc là, tout part de l'intérêt de l'adolescent. OK? Est-ce que on a suivi... Est-ce qu'il a respecté ses intérêts ou il n'a pas pu respecter ses intérêts? Mm-hmm. Puis, c'est la même chose du côté des filles. Hein? Ouais. Du côté des filles, ce qu'on voit beaucoup, là, c'est le fait que chez les filles douées, il y en a beaucoup qui n'intégreront pas de programme douance. T'sais, ici, au Québec, on n'a vraiment pas beaucoup... on n'a pas ce genre de même programme-là qu'il y a ailleurs dans le monde, là, c'est-à-dire des programmes qui sont vraiment comme exclusivement pensés là, pour les élèves doués, surtout, par exemple, des camps d'été, des choses comme ça. Vraiment, on a quelques écoles là, qui offrent les programmes douance là, avec des projets, avec plein... Tu sais, un enseignement qui est vraiment adapté, tout ça. Puis, sinon, les élèves doués vont se retrouver parmi les autres élèves, souvent performants rendus au secondaire, parce que quand on choisit une concentration, bien là, veut pas, faut quand même être capable de performer à un certain niveau, oui. Là, tu sais, au moins 70 dans la plupart des programmes, d'autres sont plus sélectifs. Mais dans les autres programmes, là, ailleurs dans le monde, bien, on n'en retrouve pas de filles. Ah ouais, oh mon Dieu. Ben, pas zéro, mais extrêmement peu. Ce qui peut entretenir la croyance, justement, qu'il y a plus de gars doués. Exactement. Tu sais, là, je parle pas nécessairement des écoles, je parle vraiment des programmes style camp d'été puis tout ça. Ouais. Puis ça, ben, les chercheurs vont avancer différentes explications par rapport à ça, là, notamment le fait que la fille va préférer rester avec son cercle social. Le cercle social pour la jeune adolescente, c'est vraiment important. Extrêmement important. On est dans la construction identitaire, on est vraiment à cet endroit-là dans l'adolescence, puis c'est par le cercle social que ça va se traduire, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, ben c'est un besoin aussi. Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est un besoin, OK, de socialiser, tant pour les garçons que pour les filles, bien parce sûr. Que ce n'est plus les parents qui sont les modèles, ce sont les pères. Et donc, c'est sûr que s'il n'y a pas cette possibilité-là de combiner le besoin de socialiser puis le besoin d'actualiser son potentiel, on va appeler ça comme ça, bien, c'est sûr que le choix va aller plutôt pour le besoin le plus criant. Oui. OK? L'autre explication, c'est aussi le fait qu'il y a une petite crainte de la part des parents de laisser aller l'enfant, etc. Là, surtout avec les plus jeunes, ouais. La fille, elle va être un petit peu plus surprotégée que les garçons. Ouais. Fait que, on voit comme cette inégalité-là. Mm-hmm. Puis il y a une autre raison principale pour laquelle on a moins de filles que de garçons, mais là, partout. Aussi dans les classes, okay. Aux États-Unis surtout. Ben, je dis aux États-Unis, mais parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites là, ouais. Mais aussi ailleurs dans le monde.
eh bien, on se souvient, la fille qui travaille bien en classe, qui a de l'air adaptée, on n'est pas alarmé par la situation. Oui, exactement. On ira donc... un enseignant, c'est le détecteur de première ligne. Mm-hmm. OK? C'est la personne qui va être au quotidien confrontée au potentiel des élèves qui sont devant eux. Mm-hmm. Et là, c'est sûr que si cet enseignant-là n'a pas les clés pour être capable de détecter ces besoins-là, le besoin d'actualiser le potentiel malgré les comportements adaptés, ou malgré les comportements inadaptés des garçons qu'on a l'impression que c'est un trouble comportemental. OK? Mm-hmm. Donc, il y a les deux, là. Il y a vraiment les deux dans cette histoire-là. Vraiment. Eh bien, il va y avoir un débalancement qui va se faire. Ça va être inéquitable, beaucoup pour les filles, mais aussi pour les garçons qui vont être mal orientés pour les services. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'identification formelle de douance qui vient par la suite, OK? Elle, cette identification-là, eh bien, elle ne se fera pas pour beaucoup de filles. Mm-hmm. Beaucoup plus de filles à ce moment-là. Ce qui amène un débalancement là, dans les classes douance, là, les programmes vraiment là, scolaires douance, là, dans plusieurs... dans beaucoup d'études que j'ai consultées. Oui, totalement. Et là, ça m'amène l'autre question, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a des pistes de solutions justement pour éviter que les filles se retrouvent dans l'ombre? Comment on peut faire pour mieux les identifier? Parce que ultimement, si elles ne sont pas identifiées, oui, elles ont certains comportements pour s'adapter, mais ça les empêche justement d'atteindre leur plein potentiel. Puis elles méritent tout autant que les gars d'atteindre leur plein potentiel, on s'entend. Donc, quelles sont les pistes de solutions? Si on en connaît. Il y en a une qui va être d'une simplicité, mais exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, informer. 100%. Avoir cette information-là d'emblée, que les enseignants et les enseignantes aient une formation qui leur permette de savoir que leur regard est biaisé par les stéréotypes de genre, que la douance se manifeste différemment parce qu'il y a ces attentes-là envers les garçons et envers les filles différenciées. Et là, d'être capable de dire, parfait, à partir de là, je ne vais pas prendre pour acquis que parce qu'elle me semble adaptée, elle va assez loin pour son potentiel. Mm-hmm. Et ça, concrètement, comment on peut appliquer ça? Parce que, tu sais, je veux dire, les classes aujourd'hui, que c'est quoi, comme une trentaine d'élèves à peu près pour un professeur. Si d'un côté, tu as ton enseignement à faire, tu as la gestion de la classe, avec en plus, des garçons qui ont peut-être une douance qui vont venir être un peu turbulents. Donc là, comment être capable de détecter dans, disons, les 15 filles dans la classe qui sont toutes tranquilles, comment on peut repérer justement, parce que j'imagine c'est un peu irréaliste d'aller s'asseoir avec chacune. Peut-être que ça se ferait, tu sais, dans un monde idéal, on aurait plus de ressources, mais c'est ça concrètement, là, comment est-ce que ça peut s'appliquer? Est-ce qu'il y a des exemples d'actions que les profs peuvent prendre? J'ai quand même plusieurs pistes pour vous. La première que je dirais, c'est bien connaître la douance, OK? Donc, bien connaître différentes manifestations de la douance. Ne pas se cantonner aux croyances de base qui veulent, par exemple, que quelqu'un doué réussit facilement dans tout, qu'il y a plus de garçons que de filles douées, etc. Ou, par exemple, ça nécessite automatiquement qu'on soit excellent en mathématiques pour être doué. C'est pas vrai, on peut être doué en langue puis avoir de la difficulté à certains niveaux en mathématiques. OK? D'abord, avoir une meilleure conscience, comme je dis, des manifestations de la douance. Donc, voir la créativité chez l'élève, voir le leadership, voir le fait qu'ils sont capables de transférer plus facilement, plus rapidement à différents niveaux les apprentissages qu'ils font. Tu sais, il y a toute cette espèce de sensibilisation-là à la douance qui peut être faite en amont chez les enseignantes et les enseignants, ainsi que chez les éducateurs spécialisés, les psychoéducateurs, les directions d'école. Mm-hmm. Donc, pour avoir un œil un peu plus aiguisé, pour être capable de détecter certaines manifestations. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, si on veut regarder, voir si, OK, oui, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on va vraiment... est-ce que je réponds aux besoins qui est d'avoir des activités à la hauteur de la capacité, OK? On ne parlera même pas de douance. On va parler juste de capacité, OK? Mm-hmm. Avoir une activité à la hauteur de tes capacités, là, ça veut dire avoir une activité qui représente un petit défi pour soi, OK? Donc, une activité sur laquelle on va un petit peu se casser la tête, mm-hmm. puis qu'avec un petit coup de main, on va être capable de résoudre, oui. OK? Ça, c'est une activité au bon niveau. Parfait. OK. Eh bien,
en donnant des défis de plus en plus difficiles à l'ensemble de tes élèves, tu vois à un moment donné quel enfant ou quel élève va atteindre son niveau. OK? Si c'est facile de résoudre, OK, c'est encore facile, on est capable de le détecter. Ouais. C'est justement de lancer des défis à tes élèves. Mm-hmm. Puis là, tu vas être capable de détecter certaines choses que tu ne ferais pas en faisant ton enseignement traditionnel. Ouais. Parce que ton enseignement traditionnel, il est, si on veut... tu sais, il est réparti pour répondre aux besoins de l'ensemble de la classe. Il est pensé pour être d'un niveau moyen pour que ce qui soit digérable pour la majorité des élèves de la classe, ouais. OK, pour ne pas perdre ceux qui, justement, en arrachent plus. Donc, c'est pas avec ça que tu vas être capable de détecter si ton élève il est rapide ou pas à ce point-là. Fait que c'est vraiment comme cette idée-là de dire, OK, on va de ce côté-là. Puis, la communication avec les parents. Oui, c'est ça justement, c'était une des questions qui me venait à l'esprit parce qu'on donne des bonnes pistes de solutions à même les salles de classe, mais justement, le parent qui, lui, peut-être à la maison, peut constater que, justement, son enfant manifeste certains comportements qui semblent s'apparenter à une douance, puis que l'enfant a peut-être l'air de dire que c'est ennuyé à l'école aujourd'hui, puis justement, d'établir cette communication entre le prof et le parent ou vice-versa. Tu sais, le prof remarque quelque chose qui peut le communiquer aux parents, donc je t'écoute là-dessus. En fait, c'est simplement de dire que, comme tu l'as super bien illustré, de dire que nous, à l'école, les enseignants, on ne voit pas nécessairement les mêmes comportements qu'à la maison. On n'oublie pas qu'on a ces attentes-là. L'attente que la fille elle soit bien adaptée à l'école ou que le garçon... Bon. Et à la maison, il peut y avoir autre chose qui émerge. OK? Ça peut être un autre enfant à la maison, une autre enfant à la maison. Et ça, c'est bon de comparer ces deux portraits-là. C'est vraiment ça, cette idée de multiplier les sources d'informations. Mm-hmm. OK? De dire qu'on ne va pas prendre seulement le témoignage du parent, puis on ne va pas prendre seulement le témoignage de l'enseignant ou de l'enseignante. On va combiner ces informations-là pour parvenir à trouver, OK, on va faire un portrait qui est plus complet, plus réaliste, et là, on va être capable de détecter les réels besoins. Puis, tu sais, le besoin n'est pas nécessairement là de mettre une étiquette de douance. L'important, c'est de dire comme, il y a ce besoin-là. Ce besoin est là. Oui. On va donc en tenir compte. Mm-hmm, totalement. Puis fait que si je résume, en gros, là, il y a, je pense, 3 points principaux que tu as nommés. D'abord, éducation et éducation encore. On n'est jamais trop sensibilisé, renseigné sur le sujet. Puis je pense que c'est la base là, pour n'importe quel changement. Il faut comprendre justement ce qui se passe. Puis c'est ça. Donc, que les professeurs aient une formation sur la douance, soient capables de la repérer, de l'identifier, de comprendre aussi, de reconnaître justement là, les stéréotypes qu'on a internalisés et comment ça peut biaiser, comment on va identifier les élèves qui auraient potentiellement une douance. Il y a ça que tu as mentionné, les défis, donc de donner des activités qui sont stimulantes pour les élèves pour être capable de voir, OK, là, c'est facile, mais là, OK, là, on a atteint un point, justement, où ça demande un peu plus de travail et finalement, la bonne communication avec les parents pour vraiment essayer d'aller chercher le plus de sources d'informations possible. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, c'est pas une liste qui est exhaustive, mais tu sais, c'est des bonnes pistes de départ. C'est des pistes qui peuvent être mises en place simplement, en fait. C'est vraiment cette idée-là de dire, OK, ben on a des grands axes dans lesquels on peut travailler. C'est sûr que je pourrais parler de plus, tu sais, l'intervention pédagogique puis tout ça, mais c'est pas nécessairement facilement implantable de façon universelle. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut y aller à la hauteur des moyens qu'on a dans nos classes et tout ça, parce qu'il y a quand même la réalité du fait qu'on a des classes hétérogènes où les besoins sont tellement diversifiés et qu'il faut s'adapter à cette diversité de besoins-là aussi. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail, mais déjà, si on a une meilleure sensibilité puis qu'on évite, par exemple, de classer le petit garçon du côté trouble comportemental puis qu'on répond à ce besoin-là à la place, bien déjà, on en a un qui va être apaisé, qui va être bien, qui va se sentir à sa place à l'école. Vraiment. Puis ça me fait penser, j'ai le souvenir, je me sais plus si j'étais au primaire ou au secondaire, mais justement où il y avait, quand certains garçons étaient turbulents, la prof les faisait changer de place pour les asseoir sur leur première rangée en avant, comme ça, pour avoir comme, tu sais, plus les surveillants, avoir un œil sur eux, puis nous, les filles, tranquilles, on se retrouvait dans le fond de la classe, qui fait en sorte que, tu sais, ben, on se fait encore plus mettre en arrière, puis c'est encore plus difficile, justement, de porter attention, parce que, justement, ben, on est dans le fond de la classe, puis tu sais, j'ai le souvenir clair de cette situation-là, fait que, ouais.
Ah, c'est vraiment, oui, c'est un bon exemple, en fait, là, oui, c'est ça, exactement. C'est pas nécessairement la meilleure des solutions, là. Oui, non, c'est certain, mais en même temps, tu sais, je pense à nos professeurs qui travaillent pas toujours dans des conditions idéales, avec des salaires adéquats nécessairement. Je leur envoie plein d'amour, plein de compassion, parce que c'est tout un casse-tête à gérer des grosses classes avec justement des gens qui ont des besoins différents, puis justement des expressions de leurs besoins qui vont être différentes en raison notamment des stéréotypes de genre. Donc, c'est tout un casse-tête. Puis, on y a touché un tout petit peu tantôt quand tu parlais de la période d'adolescence, mais tu sais, mettons qu'on pense... tu sais, je repense aux films classiques que j'écoutais quand j'étais ado, ben j'imagine le garçon qui va jouer dans l'équipe de football et la fille qui va faire du cheerleading dans l'équipe de gymnastique ou de danse, peu importe. De quelle manière, justement, ces stéréotypes de genre-là peuvent avoir des répercussions sur la vie des adolescents et adolescentes qui vivent avec une douance? Ben, tu sais, étant donné qu'on s'est un petit peu rendu jusque-là, un petit peu plus tôt, là, tu sais, le fait que y a ces attentes-là, là, que le garçon soit plus sportif, que la fille soit très, sociable et qu'elle poursuive comme des études qui ont l'allure, là, puis bon. On a cette idée-là. Eux, ils se mettent de la pression, décident oui ou non, est-ce que je vais me conformer à cette pression-là aussi. Et par la suite, ben, ce que ça va avoir comme répercussion, en fait, c'est sur le choix de carrière. Le choix, avant de dire choix de carrière, du moins le choix de cheminement en vue de la carrière. Donc, où est-ce qu'on va se retrouver par la suite? Est-ce qu'on va se retrouver au cégep, à l'université? Et là, ce qui va se passer, et c'est pas nécessairement propre à la douance en soi, sauf qu'on n'oublie pas que chez les élèves doués, des fois, le potentiel qui va être mis de côté par souci de répondre aux attentes, OK, il est encore là. Il est latent, puis c'est un intérêt, OK? Donc, ça va rester là un petit peu, puis c'est... Tu sais, c'est qu'après ça, tu fais ton choix, puis ça se peut que tu sois vraiment pas satisfait de ton choix. Non, mais tu sais, c'est sûr que ça, c'est quelque chose... Écoute, un passage, là, on ne se connaît pas bien rendu à cet âge-là. Peu importe qu'on soit doué ou pas, on ne se connaît pas bien rendu à 18 ans. C'est à mon humble avis, piètre moment pour faire un choix de carrière. Et on n'a pas vu l'interaction avec le monde du travail encore. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va se sentir dans le monde du travail. Ouais. Ce qui fait que, quand on fait un choix qui est orienté justement par les stéréotypes de genre, on va déjà d'emblée se trouver dans un endroit qui risque un petit peu plus d'être inadapté à nous. OK? Puis de céder comme à cette pression-là, ben c'est ça t'amène à un endroit où tu veux pas nécessairement être. Tu voudrais peut-être, tu sais, t'es une fille, tu voudrais peut-être aller en technologie. Toi, tu tripes robotique, mais non, tu t'en vas en sciences infirmières. C'est pas nécessairement... Tu sais, c'est ça. Écoute, parce que t'as ces attentes-là, il s'est passé ça, on n'a pas fait mousser ton potentiel en robotique. Donc, tu accèdes pas à ces programmes-là non plus, parce que t'as pas ce qu'il faut, t'as pas les... Tu sais, on t'a pas orienté, là. Ouais. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là. Mais tu sais, c'est sans... Je veux absolument pas dénigrer le travail des orienteurs, mais je pense que c'est pas... La décision ne se prend pas seulement au regard de ce que l'orienteur peut t'amener. Là. Je pense que pour les orienteurs aussi, tu parlais tantôt que les profs soient formés à bien comprendre ce que c'est la douance. Je pense que n'importe qui, dans une école, justement, notamment les orienteurs, qui vont avoir un rôle à jouer à ce moment-là, soit sensibilisés, justement. Bien, je pense qu'on n'est jamais trop formé. Je connais pas la je prétendrai pas connaître la formation des orienteurs parce que c'est absolument pas le cas. Mais je me dis, c'est sûr qu'avec les bons outils, les autres ils vont être en mesure aussi là, d'aller cibler les intérêts des personnes. Mais tu sais, c'est quand on répond à un questionnaire nous-mêmes, là, tu sais, quand tu vas chez l'orienteur, c'est quoi? Tu t'assois puis tu réponds à un questionnaire selon ce que toi tu penses. Et selon ce que toi tu penses ou ce que toi tu veux, tu es capable de voir un petit peu ce que la question, tu sais, si le moindrement tu es un petit peu habile, tu es capable de voir où est-ce que la question t'amène un peu. Puis là, ben, tu sais, si tu fais ça, puis tu te dis que tes intérêts, c'est plus le sport, c'est ça, alors que, non, moi, j'aurais vraiment aimé ça aller en littérature. Tu sais, j'ai un garçon doué, genre, j'aurais bien aimé ça aller en littérature, mais écoute, je l'ai pas...
je l'ai pas démontré jusqu'à maintenant tant que ça. Là. J'ai des bonnes notes en français, là, mais écoute, ben non, faut pas que ça se montre que j'aime la littérature. Ça m'amène le point, tu parlais des orienteurs, justement, dans un autre épisode, j'ai jasé avec Sabrina Gendron-Fontaine, qui est conseillère en orientation, justement, puis on a parlé du syndrome du caméléon, si je le nomme bien, là, mais tu sais, en fait, que les personnes vivant avec une douance vont avoir tendance parfois à essayer de camoufler leurs traits, puis tu sais, on dirait, je fais le parallèle avec, quand tu mentionnais justement la période d'adolescence, que, tu sais, on veut faire partie du groupe, il y a une bonne partie, tu sais, de notre identité qui se développe là, puis que, justement, ça peut encore plus amener à intérioriser puis essayer de camoufler certains traits, justement, qu'on peut avoir et empêcher, justement, de reconnaître les stéréotypes ou ce qu'on a intériorisé, puis d'être capable de faire des choix qui sont vraiment alignés avec ce qui nous intéresse, avec ce qui va nous permettre de pleinement réaliser notre potentiel. Oui, c'est exactement ce mécanisme-là, en fait. Là. C'est vraiment là, dans l'idée de se conformer, d'essayer de ne pas trop paraître. Hein, parce que là, le sortir de la masse, c'est quelque chose de très inconfortable à l'adolescence. Hein? Très, très inconfortable. Donc, tu veux pas trop paraître. Tu veux pas être en décalage avec les autres. C'est quelque chose d'être stigmatisé, d'être... Non. Tu sais, se marginaliser à l'adolescence, ça demande comme, moi je dirais, du courage, franchement. Énormément de courage. Vraiment. Parce que c'est un moment où tu as besoin de tes pairs pour construire ton identité. Et si tu n'as pas ce soutien de tes pairs-là, c'est là que c'est d'autant plus difficile, là, franchement. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai l'image, mettons, un groupe de filles. Tu sais, je revois quand j'étais au secondaire, puis on avait des tables en rond où est-ce que des fois, à l'heure du dîner, on s'assoyait pour faire, tu sais, nos devoirs. Puis, tu sais, des fois, d'être celle qui, soit d'un côté, tu sais, prend plus de temps à résoudre un problème de maths que de celle qui a fini super vite, puis qui est comme... Tu sais, là, on dirait que je veux faire partie du groupe, de comme jaser avec les autres du problème de maths, mais là, moi, j'ai fini, j'ai déjà compris, comme, tu sais, c'est des comportements comme ça aussi, tu sais, un exemple parmi tant d'autres qui peuvent se manifester. Puis, est-ce que tu sais, chez les adolescents et adolescentes qui vivent avec une douance, tu sais, de devoir constamment se camoufler, ça peut entraîner des émotions désagréables? Est-ce que ça peut se manifester par une certaine détresse ou c'est plus tard dans la vie adulte? Est-ce qu'il y a des répercussions, justement, à camoufler ces traits comme ça? Ben, ça, je te dirais, c'est vraiment moins je dirais ma tasse de thé, là, étant donné que je suis comme beaucoup plus du côté du primaire, début du secondaire, puis tout ça. Donc, les répercussions par la suite, là, vraiment sur ce qui est tout intériorisé, je vais y aller un petit peu plus sur la base d'expérience personnelle ou cette idée de dire, de se réfréner. OK, on va utiliser le mot réfréner comme pour dire éviter. C'est quelque chose qui perdure puis qui fait que tu es tout le temps dans l'espèce d'excuses, d'explications, d'essayer de justifier de pourquoi, de comment. Ouais. Bon, tu sais, cette idée vraiment de dire, OK, ben oui, j'ai bien réussi, mais tu sais, parce que j'ai eu beaucoup d'aide, parce que, tu sais, vraiment comme, en tout cas, essayer de... Nous-mêmes, on n'attribue pas les capacités à nos capacités. Ouais. On n'attribue pas le résultat à nos capacités. On a cette même... Il y a comme un syndrome de l'imposteur. Oui, définitivement. Mais tu sais, ça, je pense que c'est pas... dès qu'il y a de la performance, je pense que ça, c'est tu sais, que tu sois doué ou performant sans être nécessairement doué, là, tu sais, je veux dire, il y a comme un... Il y a des marges, là, dans un certain sens. C'est vraiment de dire que, ben non, regarde, tu l'as, là, tu sais. C'est vraiment cette idée-là. Fait que c'est un petit peu un conflit intérieur, un sentiment, justement, de ne pas vouloir déplaire. Ouais, hein? Ouais. De dire comme, ben non, écoute, tu veux pas avoir l'air de te vanter, tu veux pas... C'est tellement... Tu veux pas t'attirer la jalousie des autres aussi, puis d'être celle qui a 95%, mais... Oui, parce que cette jalousie-là, si tu décides de te marginaliser, elle est là. Elle est là, puis elle est forte. Vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est... Veux pas... ça dérange quelqu'un qui pose beaucoup de questions pertinentes puis qui amène un petit peu trop loin la réflexion, puis qui...
Tu sais, ça dérange. Quand ça sort du confort, de la norme, puis... Puis je pense qu'on peut tous se ramener à nos années au secondaire où, tu sais, c'est pas comme à l'université ou tu sais, même au cégep où, tu sais, tu vas à ton cours, tu fais tes affaires, t'es plus indépendant. Au secondaire, tu sais, c'est la même gang avec qui tu vas être pendant 5 ans, la même classe que tu suis toute la journée. Donc, de se marginaliser ou, tu sais, de sentir que certains comportements dérangent, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on veut puis qu'on va juste essayer de cacher parce que c'est ça, c'est l'environnement dans lequel on va être pour 5 ans, donc t'as pas envie de mal... Non, c'est pas confortable. Non, c'est vraiment pas confortable. Puis justement, dans une période qui est aussi critique d'un point de vue social, t'as pas envie d'être la personne qui dérange, celle qui est différente, qui est weird ou quoi que ce soit. Non, exactement. Puis, on y a touché un tout petit peu, puis ça, je sais pas si tu peux nous éclairer là-dessus. Est-ce que tu connais ou quelles sont les répercussions des stéréotypes de genre des hommes et des femmes qui vivent avec une douance en milieu de travail? Donc, avec Sabrina Gendron-Fontaine, on a vraiment beaucoup parlé justement de la situation des personnes vivant avec une douance en milieu de travail, quels sont les enjeux, les pistes de solutions et tout ça. Mais là, si on se penche spécifiquement par rapport aux stéréotypes de genre, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, en fait, ça va être vraiment, ça va être similaire à ce qu'elle a pu amener dans un certain sens. Je parlerais peut-être, pour donner un exemple assez parlant, là, je vais aborder l'idée de la carrière universitaire. OK, dire que, OK, une femme en recherche versus un homme en recherche, OK, eh bien... Malheureusement, on va en attendre moins de l'homme que de la femme. On va dire, ben non, ben tu sais, il y a pas besoin autant de se prouver. OK? De se prouver. Puis, il y a aussi la pression extérieure avec tout ce qui est externe à la carrière, en fait, là, qui va venir amener quelque chose de gros. On n'oublie pas qu'on a cette attente des femmes qu'elles soient celles qui prennent soin de la famille. Oui. OK? Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est un point crucial et central. Tu sais, ce qu'on dit, là, la soi-disant charge mentale, elle existe. Elle existe, elle est là. Et ça fait en sorte que le bien-être des femmes, leur bien-être psychologique, va être entravé par cette surcharge-là qui est... Tu sais, cette idée-là de dire qu'on a plusieurs sphères de tu sais, bon, ta vie personnelle, le fait d'avoir ton travail, le fait de penser à ta famille, aux responsabilités que tu as, etc. Bon, le salaire, comme sur le plan financier, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Tout ça, ça compose, tu sais, cette espèce de charge-là qui va faire en sorte que, ben oui, chez les femmes, elle va avoir un effet beaucoup plus négatif sur sa santé mentale. Là, oui. Et donc, la femme douée, dans ça, qui veut progresser, elle veut aller plus loin. Elle veut s'accomplir. Mais il y a toujours cette charge-là. OK? Ouais. Elle est là, cette charge-là. Donc, veut pas, eh bien, même si c'est pas mon domaine, en faisant des parallèles entre cette idée de santé mentale, de charge mentale et le fait que, justement, à l'université, là, ou dans d'autres domaines où la performance est très importante, hein, quand on a cette idée de performance-là, eh bien, veut pas, la femme a un petit peu moins d'énergie, OK, si on veut, de temps, OK, parlons plus de temps, si on veut, là, pour être capable de performer que l'homme. Pourtant, on lui demande de performer plus pour prouver. Fait que, tu sais, t'as cette double tension-là qui fait qu'à un moment donné, les femmes vont beaucoup plus souvent abandonner que les hommes. Tu sais, au doctorat, par exemple, le taux d'abandon est beaucoup plus élevé, là, tu sais. Oui. Puis, tu sais, j'ai un exemple qui me vient en tête, puis, tu sais, que j'ai déjà entendu dans d'autres milieux. Moi, dans mon institut de recherche, tu sais, on a de la recherche clé, mais aussi de la recherche plus fondamentale, avec du travail de labo et tout ça. Puis, tu sais, j'ai le souvenir, tu sais, d'une mère qui, habituellement, c'était le mari, je pense, non, c'est pas vrai. C'était elle qui allait chercher les enfants, tu sais, qui partaient plus tôt, qui rentrait plus tôt pour faire ses expériences, puis tout ça. Puis là, une fois, elle avait une expérience qu'il fallait qu'elle finisse plus tard, puis que là, ben, tu sais, c'est mon mari qui va aller chercher les enfants, puis elle culpabilisait tellement. Puis, tu sais, cette culpabilité-là, cette charge mentale, c'est comme, ben, tu sais, je pouvais l'entendre dire, ben, tu sais, c'est ma job d'aller chercher les enfants, puis, tu sais, où est-ce que là, il y a une notion d'intériorisation, mais c'est comme, non, comme, tu sais, autant le père que la mère, tu sais, peut prendre de façon égale soin des enfants, puis, tu sais, ça, des exemples comme ça, ma mère qui est gestionnaire m'en a déjà nommé, ça existe, puis...
Puis c'est certain que ça a un impact. Puis je trouve ça intéressant quand tu apportes le fait que la femme doit se prouver. C'est comme, ben on s'attend à ce que tu prennes soin de la famille, puis tu veux travailler, ben montre-nous que tu es capable de gérer les deux et de performer. C'est ça. C'est comme... Et on prend pour acquis que si l'homme s'est rendu à cet endroit-là, c'est qu'il est bon. Tu sais, on n'oublie pas, hein, le génie... on a cette idée-là derrière la tête, hein, que l'homme, c'est le génie qui est en arrière, c'est inné, que pourtant, c'est tout sauf vrai, là, dans le sens où si le potentiel est là, il est là au départ. Puis le génie, ça se développe au même titre que n'importe quelle autre habileté, là, tu sais. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Puis, donc, on s'attend pas à ce que les hommes aient besoin de autant se prouver. Tu sais, on n'a pas cette attente-là envers eux. Donc, par exemple, un même professeur va obtenir plus facilement, exemple, une promotion s'il est un homme que s'il est une femme avec un dossier moins hot, si on veut. Non, c'est ridicule. Triste, c'est une grosse différence qui existe. Oui, non, tout à fait. Puis, pour revenir, on a touché, mais tu sais, en fait, moi, une des choses que je retiens beaucoup, c'est que bien comprendre ce que sont les stéréotypes de genre et comment ça va se manifester, ça va mener à des comportements différemment, c'est pertinent pour assurer le bien-être des personnes douées tout au long du spectre de la vie. Donc, autant quand ils sont au primaire, au secondaire, qu'en milieu professionnel. Donc, on gagne vraiment tous, comme on dit, à plus se sensibiliser sur ces sujets-là. Puis, pour conclure tranquillement, j'aimerais te demander, est-ce que tu aurais, disons, 3 messages clés pour, on peut revenir à ta tranche d'âge pour laquelle tu as ton expertise, justement, un message clé pour les professeurs, pour les parents, puis peut-être un niveau plus grand, c'est les décideurs politiques, ceux qui élaborent des programmes ou juste le grand public. Ça peut être 4 messages clés si on veut, mais mettons qu'on synthétise. Tu sais, je sais qu'on a parlé de tellement de trucs fascinants, là, mais ouais, qu'est-ce que tu aurais à dire pour ça? Aux enseignantes et aux enseignants, on l'a pas vraiment abordé, mais ce que je dirais, c'est ayez pas peur de différencier votre enseignement. Ayez pas peur de sortir de vos cahiers, de sortir de cette espèce de norme, parce que ça va être gagnant au final pour vous. Ça va être vraiment un beau move. Puis le fait de vous former, de vous informer, de bien connaître vos élèves, ça va être vraiment gagnant. Ça va être facilitant dans des classes aussi hétérogènes qu'on a. Ça, ce serait mon message pour les enseignants. Pour les parents, ça va un petit peu rejoindre dans le sens où je vais dire, écoutez votre enfant, les intérêts qu'il a, par où il va. Essayez pas de forcer un chemin. OK? C'est vraiment l'idée de dire, on est ouvert, puis il y en a de plus en plus, là, des parents extraordinaires qui vont vraiment être à l'écoute des besoins puis des goûts de leurs enfants, puis ayez pas peur de sortir des terrains battus avec votre enfant aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre un meilleur épanouissement de l'enfant. Décideurs, je dirais politique plutôt sur le plan comme peut-être d'organisations scolaires, vraiment, là. Soyez cohérents, si on veut. Parce que ce qu'on attend, écoutez, on se dit que dans le programme d'école, c'est de développer le plein potentiel des élèves. Bien, on peut-tu se donner les moyens pour y arriver? Puis arrêter d'axer comme complètement sur la performance, que ce soit ce qui est comme complètement central, d'avoir cette espèce d'idée de normaliser. Puis, bon, on est beaucoup dans cette idée-là. Vraiment dans l'idée de dire, OK, on peut-tu ouvrir à vraiment l'idée de développer ce potentiel-là. Vraiment aller vers ça, dire chaque enfant est différent, chaque enfant a des besoins différents. On va vraiment s'organiser pour avoir cette optique-là de façon plus uniforme dans tout. Parce qu'il y a trop de choses qui viennent interférer. Puis finalement, peut-être grand public, oui, je pourrais peut-être dire un dernier mot pour le grand public. Bien, tu sais, ayez pas peur. Tu sais, ayez pas peur des personnes douées non plus. Tu sais, c'est comme, on a chacun nos forces, on a chacun nos qualités, puis tout ça. Puis la douance, c'est pas aussi merveilleux et lumineux que ça peut l'être
quelqu'un qui va être complètement épanoui, oui, super, mais toute personne pleinement épanouie va être vraiment bien, puis ça va être lumineux, puis ça va être beau. Fait que, tu sais, c'est pas une élite, hein? Les personnes douées, c'est pas des personnes pour qui tout va bien. C'est pas vrai. Fait qu'il faut vraiment comme déconstruire cette idée préconçue-là. Je pense que c'est la plus importante à déconstruire, vraiment comme à ouvrir puis à accepter cette... Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est quelque chose qui ressort après avoir parlé à plusieurs experts en douance, qu'avoir une douance dans notre société actuelle, ça veut pas dire succès, bonheur, plein épanouissement. Au contraire, ça vient avec des barrières qui sont actuellement pas assez bien comprises. Puis j'espère qu'avec des discussions comme ça, on fasse progresser tranquillement les mentalités. Et en terminant, si jamais les gens veulent suivre tes travaux ou ils ont été super piqués par le sujet des stéréotypes de genre et de la douance, est-ce qu'il y a... Tu mentionnais que c'est très, très nouveau. Nouveau, tu sais, c'est très, très jeune comme littérature et tout ça. Est-ce qu'il y a des ouvrages de référence, des sites fiables sur lesquels ils peuvent se tourner si les gens veulent communiquer avec toi? Là, bref, c'est le moment de mettre les plugs pour se renseigner, pour te contacter. Ah oui, ben c'est super fin de le proposer. J'avoue que j'ai pas encore beaucoup... On peut absolument me contacter par le truchement de la chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école, qui est sur Facebook, mais aussi sur le site Internet, là, chaire de recherche du Canada. Donc ça, c'est possible là, de me contacter par là sans aucun problème. Sinon, ben c'est sûr qu'il y a comme certains ouvrages sur les stéréotypes de genre qui existent. Là, il y a donc un ouvrage là, des éditions de Beck dans lequel j'ai écrit les stéréotypes de genre à l'école avec ma directrice. C'est les stéréotypes... J'essaie de me souvenir du titre du livre, là, parce que nous, quand on écrit un chapitre, on écrit le chapitre, puis c'est la psychologie du sexisme, si je ne m'abuse. Intéressant. Fait que c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça le titre exact, là. Donc, c'est possible là, de lire là, sur vraiment les stéréotypes à l'école, puis comment ils se construisent et qu'est-ce que ça a comme impact, puis aussi des belles pistes d'intervention là, pour justement là, parvenir à les déconstruire à l'école. Donc, puis vous pouvez aussi suivre les travaux d'Isabelle Plante qui actuellement on crée une intervention là, pour le préscolaire visant justement à déconstruire les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. Donc, c'est un projet qui est en évolution. Là. Vous pourrez suivre... ce projet-là va éventuellement là, avoir ses traces. Tout ça, vous pourrez le suivre là, sur le Facebook de la chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école. Ah, super. Excellent. Bien, c'est toutes des excellentes ressources. Merci beaucoup, Natacha. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses et je suis convaincue que les auditeurs aussi vont avoir appris beaucoup de choses. Donc, bien, merci beaucoup. Puis je te souhaite une très belle journée et une excellente continuité pour ton doctorat. Mais merci beaucoup.